ici. Voyez, général, votre mère. Oh, vous avez, je le sais, démarché tous les dieux pour ma prospérité. Non, mon bon soldat, debout. Mon noble Marcius, vaillant Caius, et par la gloire de tes exploits renommés, comment déjà? Dois-je t'appeler ainsi? Coriolan! Mais ta femme? Mon divin silence, je te salue. Aurais-tu ri si j'étais revenu dans un cercueil, toi qui pleures de me voir triompher, ma chérie? Elles ont tes yeux, les veuves de Coriol, et les mères qui ont perdu leur fils. Que les dieux te couronnent. Toujours en vie. Pas tout cela. Oh, je ne sais où me tourner. Oh, soyez le bienvenu. Vous aussi, général, bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus. 100 000 fois bienvenue. Oh, je suis léger, je suis lourd. Je pourrais pleurer, je pourrais rire. Bienvenue. Qu'une malédiction ronge à la racine le cœur qui n'est pas heureux de te voir. Mais vous trois, Rome, devraient être idolâtres. Pourtant, ma foi, nous avons ici de vieux pommiers sauvages qui ne se laisseront pas greffer la moindre sympathie pour vous. Malgré cela, bienvenue, guerrier, une ortie est une ortie. Et le défaut des sots, la sottise. Toujours le mot juste, Ménénius. Toujours, toujours. Faites place! Écartez-vous! Votre main, la vôtre. Avant d'aller abriter ma tête dans notre maison, je dois rendre visite à ces bons patriciens dont je n'ai pas seulement à recevoir le compliment, mais de nouveaux honneurs. J'ai vécu assez pour voir se réaliser mes vœux les plus chers et l'architecture de mes rêves. Il ne manque qu'une chose, et je n'en doute pas. Notre Rome te l'attribuera. Sachez, tendre mère, que j'aime mieux les servir à ma guise que commander avec eux à la leur. En route au Capitole. Les langues parlent de lui. Et les yeux chassieux mettent leur vésicle pour le voir. La nourrice bavarde babille à son sujet et laisse pleurer son bébé, dans les transes. La coteau de cuisine épingle son beau fichu autour de son cou graisseux, escaladant les murs, pour le voir. Étal, comptoir, fenêtres suffoquent. Les toits de plomb sont surchargés, les pignons chevauchés de gens de toutes sortes qu'anime un seul désir, le voir. Les flamineux reclus se pressent dans le flot populaire et s'essoufflent pour conquérir une place dans la foule. Et nos dames voilées livrent le blanc et le carmin en guerre sur leurs joues délicatement fardées au luxurieux ravage des brûlants baisers de Phébus. Il y a un tel émoi. On dirait que le dieu qui le conduit s'est sournoisement glissé dans son enveloppe humaine et lui prête une stature divine. En un tournement, je vous le garantis, consul. Alors, notre fonction, tant qu'il aura le pouvoir, pourra aller dormir. Il ne saura pas porter ses honneurs avec mesure, où commencer et où finir. Et il perdra ceux qu'il a gagnés. C'est ce qui peut nous consoler. N'en doutez pas, le peuple que nous représentons, par ancienne rancune, à la moindre occasion, oubliera les nouveaux honneurs qu'il a gagnés. Cette occasion, j'en suis sûr, il s'enorgueillira lui-même de la lui fournir. Je le lui entendais jurer. S'il briguait le consulat, il ne voudrait jamais paraître sur la place du marché, ni revêtir la toge élimée du suppliant, ni montrer ses blessures. Comme c'est l'usage au peuple, et mendier, ça fait d'aller. C'est juste, ce furent ses paroles. Il préférerait renoncer au consulat plutôt que de l'emporter autrement que par la volonté des gentilshommes et le désir des nobles. Tout ce que je souhaite,
c'est qu'il persiste dans cette intention et la mette à exécution. C'est très probablement ce qu'il fera. Ce sera pour lui, comme le réclame notre intérêt, sa destruction certaine. C'est bien ce qui doit lui échoir. Ou c'est la fin de notre pouvoir. Nous devons rappeler au peuple en quelle haine il l'a toujours tenu. Comment, s'il avait pu, il aurait fait d'eux des mules, réduit au silence leurs défenseurs et aliéné leur liberté. Car il tient qu'en fait d'action et de capacité humaine, ils n'ont pas plus d'âme et d'utilité en ce monde que des chameaux de guerre qui reçoivent leur provende pour porter des fardeaux et des coups douloureux pour avoir ployé sous la charge. Cela, insinué à un moment où l'essor de son insolence enflammera le peuple, ce moment-là ne fera pas défaut. On peut qu'on l'excite, et c'est aussi facile que de lâcher des chiens sur des moutons. Et ce sera le feu qui embrasera leur paille sèche, et la flambée le noircira à jamais. Que se passe-t-il? Je demande au capitaine. Je pense que Marcius sera consul. J'ai vu les sourds se presser pour le voir, les aveugles pour l'écouter parler. Les matrones jetaient leurs gants, femmes et filles, écharpes et mouchoirs sur son passage. Les nobles s'inclinaient comme devant la statue de Jupiter. Et le peuple faisait pluie et tonnerre, de bonnets et de cris. J'ai jamais vu ça. Au Capitole, ouvrons l'œil et l'oreille pour le présent et gardons le cœur prêt pour l'avenir. Vite, vite! Ils sont presque arrivés. Combien y a-t-il de candidats pour le consulat? 3, dit-on, mais tout le monde pense que Coriolan va l'emporter. C'est un homme courageux, mais il est fortement orgueilleux. Et on dit qu'il n'aime pas le petit peuple. Ma foi, il y a beaucoup de grands hommes qui ont flatté le peuple et qui ne l'aimaient pas. Et il y en a beaucoup que le peuple a aimé sans savoir pourquoi. Et s'il aime sans savoir pourquoi, il hait sans meilleur motif. De sorte que si Coriolan ne se soucie pas de savoir si le peuple l'aime ou le hait, il montre par là sa parfaite connaissance des dispositions du peuple. Et par sa noble indifférence, le lui fait clairement voir. Oui. S'il ne se souciait pas d'obtenir ou non son amour, il lui serait égal de lui faire du bien ou du mal. Mais il recherche sa haine avec plus d'obstination que le peuple ne peut en mettre à la lui rendre. Il ne néglige rien pour se montrer son adversaire. Or, paraître désirer l'animosité et le déplaisir du peuple ne vaut guère mieux que le flatter pour être aimé de lui. Il a bien mérité de son pays. Et son ascension ne s'est pas faite par degrés faciles, comme ceux qui, souples et courtois envers le peuple, lui tirent leur bonnet et ne font rien de plus pour attirer son estime et sa faveur. Mais lui, il a si bien planté sa gloire dans leurs yeux, ses actions dans leur cœur, que le silence de leur langue, si elle ne reconnaissait pas ses mérites, serait une injurieuse ingratitude. Si elle les niait, ce serait une mauvaise action qui, se donnant elle-même le démenti, arracherait réprimande et réprobation à toute oreille qui l'entendrait. Allons, ne parlons plus de lui, c'est un homme qui a du mérite. Faisons place, ils arrivent. Ayons statué sur le sort des Volsques et rappelé Tullus Lartius, il nous reste, et c'est l'objet principal de cette seconde réunion, à récompenser les nobles services de celui qui a si bien défendu son pays. Qu'il vous plaise donc, très vénérables et dignes anciens, d'inviter l'actuel consul, qui fut notre général dans cette campagne victorieuse, à nous relater une partie des actes glorieux accomplis par Marcius Caius Coriolan, que nous allons accueillir ici pour le remercier et le célébrer par des honneurs dignes de lui. Parlez, bon Cominius, ne mettez rien par crainte d'être long. Faites-nous penser que l'État est impuissant à s'acquitter, plutôt que nous défaillants dans notre gratitude. Maître du peuple, nous requérons votre obligeante oreille et ensuite votre amoureuse sollicitude envers le peuple,
pour lui rapporter ce qui se passe ici. Nous sommes réunis pour une proposition qui nous agrée et nos cœurs sont enclins à honorer et promouvoir le sujet de notre assemblée. Nous serons d'autant plus heureux de le faire s'il songe à accorder au peuple une plus généreuse estime que par le passé. Mais rien à voir! Rien à voir! Vous auriez mieux fait de vous taire. Oh, vous plaît-il d'écouter des paroles de Cominius? Très volontiers, mais ma remarque était plus pertinente que votre rebuffade. Mais il aime votre peuple. Et ne l'obligez pas à coucher avec lui. Parlez, Cominius. Non, demeurez. Restez assis, Coriolan, et ne rougissez pas d'entendre ce que vous avez noblement accompli. Que vos seigneuries me pardonnent, j'aimerais mieux avoir encore à penser mes blessures que d'entendre dire comment je les ai reçues. Monsieur, j'espère que mes paroles ne vous ont pas fait quitter votre banc. Non, monsieur. Pourtant, moi qui tiens bon sous les coups, j'ai souvent fui devant les mots. Vous ne m'avez pas flatté, donc pas blessé. Pour votre peuple, je l'aime, selon ce qu'il pèse. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais mieux, en plein soleil, me faire gratter la tête quand sonne la charge que de rester planté là et écouter mes riens transformés en prodiges. Un maître du peuple, comment peut-il flatter votre semence proliférante où il y a un homme de bien 100 000? Quand vous voyez qu'il vient mieux risquer tous ses membres pour une action d'éclat qu'offrir une seule de ses oreilles pour l'entendre rapporter. Cominius, parlez. Le souffle va me manquer. Les hauts faits de Coriolan ne sauraient être dits d'une voix faible. On tient que la bravoure est la vertu suprême et celle qui en oublie le plus, si cela est. L'homme dont je parle ne saurait en ce monde rencontrer son égal. À 16 ans, quand Tarquin leva une armée contre Rome, il se battit mieux que tous. Notre dictateur d'alors, dont j'exalte ici la mémoire, le vit combattre, quand avec son menton d'Amazone, il faisait reculer des lèvres hérissées de barbe. De son corps, il couvrit un Romain terrassé, et sous l'œil du consul, tua 3 assaillants. Il affronta Tarquin lui-même et lui fit plier le genou. En ce jour où il aurait pu jouer une femme sur la scène, il fut le meilleur sur le champ de bataille et, pour prix de ses exploits, fut couronné de chaînes. L'écolier, ainsi entré dans l'âge d'homme, monta comme la mer, et dans le choc de 17 batailles, ravit la palme à tous les glaives. Pour son dernier combat devant et dans Coriol, je dois avouer que je ne peux lui rendre justice. Il arrêta les fuyards et par son rare exemple incita les lâches à se jouer de leur terreur. Comme les vaisseaux avec comme des algues devant un vaisseau qui vogue à toute voile, les hommes plièrent et tombèrent sous son étrave. Son épée, sceau de la mort, tuait où elle frappait. De pied en cap, c'était une chose de sang dont chaque mouvement était scandé par des cris d'agonie. Seul, il franchit les funestes portes de la cité qu'il peignit aux couleurs d'un destin inexorable. Seul, il en ressortit. Puis, revenant soudain avec du renfort, frappa Coriol comme une planète. Dès lors, tout est à lui. Mais voilà que le fracas de la guerre perce sa vigilante oreille. Son ardeur retrempée ranime la chair fatiguée. Il retourne au combat et court, fumant de sang, foulant des vies humaines en une perpétuelle curée. Et jusqu'au moment où nous pûmes appeler nôtre le champ de bataille et la cité, il ne s'arrêta pas pour reprendre son souffle. Digne héros, à la mesure des honneurs que nous saurons imaginer pour lui. Les dépouilles, il les a repoussées, dédaignant des objets précieux comme s'ils étaient la fange du monde. L'avarice elle-même consentirait à donner plus qu'il le convoite. La récompense... La récompense de ses actions,
c'est de les accomplir. Et il considère comme une fin en soi de bien employer son temps. Bon, alors il est vraiment noble. Allez, qu'on le rappelle. Rappelez Coriolan. Le voici. Le Sénat, Coriolan, est heureux de te faire consul. Je lui dois à jamais ma vie et mes services. Il vous reste maintenant à parler au peuple. Je vous en supplie, dispensez-moi de cette coutume, car je ne saurais revêtir la robe, me montrer à nu et les prier de me donner leur suffrage au nom de mes blessures. Permettez que j'échappe à cette pratique. Monsieur, le peuple doit donner sa voix. Il ne retranchera pas un iota du cérémonial. Je vous en prie, ne les provoquez pas. Conformez-vous à cette coutume et recevez comme vos prédécesseurs cet honneur dans les formes. C'est une comédie que je rougirais de jouer et qu'on pourrait très bien enlever au peuple. Vous notez cela? Faire le fanfaron devant eux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Exhiber des blessures cicatrisées que je devrais cacher comme si je les avais reçues pour acheter leur voix. Ne campez pas sur ces positions. Eh bien, nous vous confions le soin de transmettre au peuple notre proposition. Et à notre noble consul, nous souhaitons tous joie et honneur. À Coriolan, 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 joie et honneur. Joie et honneur. À Coriolan, joie et honneur. À Coriolan, joie et honneur. Vous voyez comment il a l'intention de traiter le peuple. Puisse le peuple percevoir cette intention, il va solliciter leur voix comme s'ils n'avaient que mépris pour le pouvoir qu'ils ont de lui accorder sa requête. Venez, allons les instruire de ce qui s'est passé ici. Je sais qu'ils nous attendent sur la place du marché. Une fois pour toutes, s'il sollicite nos voix, nous ne devons pas lui dire non. Nous pouvons, monsieur, si nous voulons. Nous avons en nous le pouvoir de le faire. Mais c'est un pouvoir que nous n'avons pas le pouvoir d'exercer. Car s'il nous montre ses blessures et nous dit ses exploits, nous devons mettre nos langues dans ces blessures et parler pour elles. Donc, s'il nous dit ses nobles exploits, nous devons aussi, nous, lui dire notre noble reconnaissance. L'ingratitude est monstrueuse. Et si la multitude était ingrate, la multitude serait un monstre. Nous-mêmes serions de ce fait des membres monstrueux. Il en faut peu pour avoir cette opinion de nous. Quand nous nous sommes soulevés pour le blé, lui-même n'a pas hésité à nous appeler la multitude aux 1000 têtes. On nous a souvent appelés comme ça, pas parce qu'il y a parmi nous des têtes brunes, noires, blondes ou chauves, mais parce que nos esprits sont de couleurs à ce point diverses. En vérité, je crois que si tous nos esprits devaient s'échapper d'un seul crâne, ils s'envoleraient vers l'est, l'ouest, le nord, le sud, tous ensemble, vers tous les points de la boussole. Crois-tu? D'après toi, dans quelle direction s'envolerait mon esprit? Oh, ça, ton esprit ne s'envolerait pas aussi vite que celui d'un autre, hein. Il est fortement chevillé une tête de bûche. Mais s'il était libre, ce serait sûrement vers l'est. Pourquoi? Vers l'est? Pour se perdre dans la brume. Quand les 3/4 se seront dissous dans les miasmes putrides, le dernier quart reviendra. Par acquis de conscience. Pour t'aider à trouver une femme. Toujours tes plaisanteries. Ne vous gênez pas. Allez-y. Êtes-vous tous résolus à lui donner vos voix? C'est égal d'ailleurs. C'est la majorité qui l'emporte. Je te le dis. S'il voulait bien être favorable au peuple, il n'y aurait pas d'homme plus digne. Le voici qui vient. Il porte la robe d'humilité. Observez son attitude.
Nous ne devons pas rester groupés, mais aller le trouver un, par deux ou par trois. Il doit nous solliciter en particulier. Et chacun de nous a l'honneur de lui donner sa propre voix de sa propre bouche. Allez, suivez-moi, et je vous montrerai comment l'aborder. D'accord. Ah, monsieur, vous avez tort. Ne savez-vous pas bien que les plus grands l'ont fait? Que dois-je dire? Je vous en prie, monsieur, la peste, je ne peux forcer ma langue à marcher à ce train-là. Regardez, monsieur, mes blessures, je les ai reçues au service de mon pays. Quand certains de vos confrères détalaient en braillant au bruit de nos tambours... Oh, mais non, grand Dieu, il ne faut pas parler comme ça. Il faut leur demander de songer à vous. Songer à moi? D'accord, je voudrais qu'ils m'oublient, comme les vertus que leur inculquent nos prêtres en pur père. Ah, vous allez tout gâcher. Oh. Je vous laisse. Oh, je vous en prie, parlez-leur, je vous en prie, d'une façon salutaire. Dites-leur de se laver la figure et de se nettoyer les dents. Tiens, en voici une paire. Vous savez, monsieur, la raison de ma présence ici. Oui, monsieur. Dites-nous ce qui vous y a conduit. Mon propre mérite. Votre propre mérite? Oui, mais pas mon propre désir. Comment ça? Pas votre propre désir? Non, monsieur, mon désir n'a jamais été d'importuner les pauvres en leur demandant l'aumône. Vous devez bien penser que si nous vous donnons quelque chose, c'est dans l'espoir d'autre chose en échange. Bon, s'il vous plaît, votre prix pour le consulat? Le seul prix est de le demander gentiment. Gentiment, monsieur, je vous prie de me l'accorder. J'ai des blessures à vous montrer, mais en privé. Votre bonne voix, monsieur, qu'en dites-vous? Vous l'aurez, cher monsieur. Adjugé, monsieur. Voilà déjà 2 nobles voix mendiées. J'ai reçu votre aumône. Adieu. Voilà qui n'est pas banal. Si c'était à refaire... Bah, peu importe. De grâce, si le timbre de votre voix s'accorde à me nommer consul, voyez, je porte la robe d'usage. Vous avez mérité, et vous n'avez pas bien mérité de votre pays. Ah, une énigme. Vous avez flagellé ses ennemis, vous avez aussi fustigé ses amis. En vérité, vous n'aimez pas le petit peuple. Vous devriez me trouver d'autant plus vertueux de n'être pas petit dans mes affections. Je veux bien, monsieur, flatter mes amis jurés, les gens du peuple, pour en être davantage estimés. C'est un comportement qu'ils trouvent noble. Et puisque dans leur grande sagesse, ils préfèrent à mon cœur les coups de chapeau, je vais pratiquer les courbettes insinuantes et les saluts bien imités. Je veux dire, monsieur, que je vais imiter les séductions des démagogues et en donner à foison aux amateurs. Aussi, je vous supplie de me nommer consul. Nous espérons trouver en vous un ami. Aussi, nous vous donnons nos voix de tout cœur. Vous avez reçu beaucoup de blessures pour votre pays. Inutile alors de sceller votre savoir par une exhibition. J'attache beaucoup de prix à vos voix et ne vous dérange pas plus longtemps. Que les dieux vous donnent la joie de tout cœur. Les dieux vous donnent joie, tout cœur. Précieuse voix. Mieux vaut mourir, mieux vaut crier famine que d'implorer un salaire déjà mérité. Pourquoi venir ici dans cette rue de toge mendier de Paul, de Pierre ou de tout autre? Sa caution superflue. La coutume m'oblige. Ce que coutume veut, doit-on toujours le faire? La poussière du temps pourrait s'amonceler, l'erreur montagneuse si haut s'accumuler que jamais ne pourrait poindre la vérité. Plutôt que de jouer ainsi la comédie, que ses hautes fonctions et ses honneurs et choix, à qui les veut ainsi gagner. Bon, je suis à mi-parcours, j'ai subi la moitié, je peux bien faire l'autre.
Voici venir d'autres voix. Vos voix! Pour vos voix, j'ai combattu, j'ai veillé pour vos voix, j'ai reçu de bonnes douzaines de blessures. Vu et entendu 18 batailles, pour vos voix, j'ai fait tellement de choses plus ou moins bonnes. Vos voix, en vérité, je veux être consul. Coriolan s'est conduit noblement. Un honnête homme ne peut pas lui refuser sa voix. Alors qu'il soit consul, les dieux lui donnent joie et fassent de lui un loyal ami du peuple. Amen, amen. Dieu te garde, noble consul. Digne-moi! Vous avez respecté les dîners. Et les tribuns décernent la voix du peuple. Alors, il vous reste investi des insignes de la charge à vous présenter devant le Sénat. C'est tout! Vous êtes acquitté des usages requis, le peuple vous accepte et se réunit tout de suite pour ratifier votre élection. Vous, au Sénat? Là même, Coriolan. Puis-je changer de vêtements? Vous pouvez, monsieur. Je vais le faire tout de suite et redevenu moi-même me rendre au Sénat. Je vous tiendrai compagnie. Vous venez? Nous attendons ici le peuple. Au revoir. Il l'a maintenant. Et à son air, on devine qu'il en a chaud au cœur. Mais quel orgueil lui porter la robe d'humilité! Vous êtes pour qu'on renvoie le peuple? Eh bien, monsieur, vous avez choisi cet homme. Il a nos voix, monsieur. Nous prions les dieux qu'ils méritent votre amour. Amen, monsieur. Ah, mon pauvre indignable, il se moquait de nous quand il mendiait nos voix. Certainement. Il nous a bel et bien bafoués. Non, c'est sa façon de parler, il se moquait pas. Il n'y a personne à part toi pour dire qu'il ne nous a pas traités avec morgue. Il aurait dû nous montrer les marques de son mérite. Ses blessures, reçues pour son pays. Il l'a fait, j'en suis sûr. Non. Non, personne ne les a vus. Il a dit qu'il avait des blessures qu'il pouvait nous montrer en privé. Et avec son chapeau, l'agitant assis avec morgue, je veux être consul, fait-il. Une ancienne coutume ne me permet pas de l'être sans vos voix donc. Nous les lui accordons. Lui, je vous remercie de vos voix, merci de vos précieuses voix. Maintenant que je les ai, je n'ai plus rien à faire avec vous. N'était-ce pas la moquerie? Êtes-vous inconscient et n'avez-vous rien vu? Ou bien, voyant cela, avez-vous eu la puérile bienveillance de lui accorder vos voix?